Témi se tenait au milieu du salon, le cœur battant, tandis que son frère aîné, vêtu de vêtements coûteux, pointait la porte du doigt et criait « Va-t'en. Il n'y a pas de place ici pour les pauvres. » Témi regarda autour d'elle, confuse et blessée. Ses autres frères et sœurs ne dirent pas un mot, se contentant d'acquiescer, acquiesçant silencieusement, l'un après l'autre. C'était la même maison que leur défunt père avait construite pour toute la famille, l'endroit même où ils avaient grandi. Mais maintenant, juste parce que Témi avait perdu son emploi, ils agissaient comme s'ils n'avaient rien à faire ici. Sa femme, Kazé, enceinte de plusieurs mois, se tenait à ses côtés, les larmes aux yeux. Puis sa sœur s'avança, l'air glacial. « Tu n'as jamais vraiment été des nôtres, » dit-elle sèchement, sa voix plus tranchante qu'un couteau. Témi voulait parler, se défendre, mais la douleur était trop forte. Sans un mot de plus, il prit la main de Kazé et ils sortirent de la maison, la pluie tombant à verse comme si le ciel lui-même les attendait. Dehors, la pluie froide les trempait complètement, ils n'avaient nulle part où aller. Témi regarda sa femme frissonnante, la main posée sur son ventre rond, les lèvres tremblantes. Elle ne dit pas un mot, mais ses yeux étaient emplis de questions et de peur. Témi lui serra les mains, la serra contre elle et la regarda dans les yeux. « Kazé, dit-il doucement, de toutes ses forces. Je te le promets, je ne te laisserai plus jamais pleurer comme ça. » Ces mots n'étaient pas forts, mais ils étaient puissants. Dans ce moment douloureux, debout sous la pluie, seuls l'un à côté de l'autre, quelque chose de fort est né, un nouveau feu en lui. Il avait tout perdu, son travail, sa maison, et même sa famille. Mais il avait toujours Kazé, et avec elle à ses côtés, il savait qu'il pourrait reconstruire. Quelle que soit la difficulté du chemin à parcourir, Témi avait pris sa décision. Ce n'était pas la fin, ce n'était que le début. Témi et Kazé quittèrent la ville avec rien d'autre qu'un petit sac et l'un pour l'autre. Après des jours de marche et de recherche, ils trouvèrent un petit village aux abords d'Auzun. Une vieille femme leur a donné une petite cabane pour y loger. Elle n'avait qu'une seule pièce, le toit fuyait quand il pleuvait, le sol était en terre battue. Il n'y avait ni lit, ni électricité, ni confort. Mais c'était mieux que de dormir dehors. Et les gens? Ils étaient gentils. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils partageaient sourires, salutations et parfois même nourriture. Ce n'était pas le manoir où Témi avait grandi, mais il y avait quelque chose que ses riches frères et sœurs avaient perdu, l'humanité. Certains anciens du village se souvenaient du père de Témi. Ils parlaient de sa générosité et de sa bonté. « Votre père nous a aidés dans les moments difficiles », disait-il. Mais désormais, il ne restait de son nom qu'un souvenir. Il n'y avait plus d'héritage, plus de soutien, plus d'argent, juste des histoires. Mais Témi et Kazé écoutaient ces histoires comme si elles étaient précieuses. Cela leur rappelait le genre de personne qu'ils voulaient être. Chaque jour, Témi se levait tôt et marchait de village en village, demandant n'importe quel travail. Il n'avait pas honte de porter du bois, de laver des voitures ou de défricher des terres. Il se fichait du qu'en dira-t-on. Il ne se souciait que de nourrir Kazé et leur enfant à naître. Parfois, il rentrait à la maison avec seulement quelques néras. Parfois, sans rien. Mais Kazé ne se plaignait jamais. Elle souriait, lui tenait la main et disait « Tout ira bien ». Kazé a également travaillé dur. Avec une aiguille et du fil, elle a commencé à coudre de vieux vêtements pour les villageois, à réparer des étages et même à concevoir de simples pagnes pour les femmes. Petit à petit, la nouvelle s'est répandue et les gens ont commencé à apporter plus de travail. Elle s'asseyait près de la petite fenêtre de leur hutte, ses doigts bougeaient rapidement, ses yeux emplis d'une force tranquille. Un soir, alors qu'elles étaient assises ensemble devant leur hutte, sous le clair de lune, Kazé semblait fatigué, ses mains lui faisaient mal. Témi la regarda et dit « On ne recommence pas ». Elle se tourna vers lui, perplexe. Il sourit et ajouta « Nous commençons quelque chose de nouveau ». Ce moment était bref, mais puissant. Ils ne pensaient plus à ce qu'ils avaient perdu. Ils se concentraient désormais sur ce qu'ils pouvaient construire, ensemble. Leur hutte avait peut-être des murs en terre, mais leur rêve reposait sur des fondations solides. Par un après-midi chaud, Témi aidait un voisin à réparer une clôture en bois cassée à l'entrée du village. Sa chemise était trempée de sueur et ses mains pleines d'échardes. Alors qu'il nouait le dernier morceau de corde, il entendit le bruit d'une voiture qui trébuchait non loin. Curieux, il abandonna ce qu'il faisait et courut vers le bruit. Un SUV noir était coincé dans la route boueuse du village. Les pneus continuaient de patiner, projetant de la terre partout, mais la voiture ne bougeait pas.
À l'intérieur de la voiture se trouvait un homme âgé, vêtu d'un élégant costume traditionnel, mais visiblement frustré. De nombreuses personnes passaient en secouant la tête, mais personne ne proposa son aide. Sans réfléchir, Temi attrapa une planche de bois et commença à creuser autour des pneus. Il demanda à quelques garçons à proximité de l'aider à pousser. Grâce à un travail d'équipe, la voiture sortit enfin de la boue. Le vieil homme descendit et observa attentivement Temi. « Tu ne m'as pas demandé qui j'étais, dit-il en s'essuyant le front. Tu m'as juste aidé. » Temi sourit simplement et répondit. « Tu avais besoin d'aide. C'est tout ce que j'ai vu. » L'homme rit. « Comment t'appelles-tu ? » Temi, dit-il. « Et c'est mon village maintenant. » Ce vieil homme était le chef Bayo, un investisseur discret mais puissant, qui finançait de jeunes entreprises technologiques partout au Nigeria. Il était venu au village pour une fête familiale, mais s'était perdu sur la mauvaise route. Le chef Bayo observait Temi attentivement. Il remarqua sa façon de parler clairement, sa façon de réfléchir avant de répondre, sa façon d'avoir des idées même en poussant une voiture. Plus tard dans la soirée, le chef Bayo envoya un message à Temi par l'intermédiaire d'un ancien du village. Il souhaitait le revoir. Lors de leur rencontre suivante, le chef Bayo ne lui proposa ni argent ni emploi. Au lieu de cela, il a dit quelque chose que Temi n'oublierait jamais. L'intelligence sans fierté mène loin. Tu as à la fois humilité et potentiel. Je veux t'apprendre. Temi était sous le choc. Personne n'avait rien vu en lui depuis qu'il avait tout perdu. Il ne connaissait pas grand-chose à la technologie ni aux affaires, mais il était prêt à apprendre. Il a accepté le mentorat. À partir de ce jour, la vie de Temi a commencé à changer. Ni vite, ni fort, mais profondément. Ce qui avait commencé comme un simple acte de gentillesse sur un chemin boueux était devenu le premier pas vers un avenir que même Temi ne pouvait encore imaginer. Le parcours de Temi dans le monde des affaires n'a pas été de tout repos. C'était plein de nuits tardives, de levers matinaux et de nombreux moments de doute. Après avoir été pris sous son aile par le chef Bayo, Temi a commencé à apprendre des choses qu'il n'avait jamais entendues auparavant, l'investissement, le codage et le transport de marchandises d'un endroit à un autre, appelé logistique. Au début, ces mots étaient trop forts pour lui, mais il n'a pas abandonné. Chaque jour, pendant que les autres habitants du village dormaient, il restait éveillé avec une petite lanterne, lisant, prenant des notes et regardant des vidéos sur un téléphone emprunté. Il a commis de nombreuses erreurs, mais il n'a jamais cessé d'apprendre. Kazé, sa femme, était son plus grand soutien. Elle ne se plaignait jamais. Pendant que Temi étudiait, elle cuisinait, cousait des vêtements pour gagner sa vie, corrigeait ses propositions commerciales lorsqu'il était bloqué et l'encourageait toujours lorsqu'il avait envie d'abandonner. Parfois, ils se disputaient. Non pas par haine, mais par stress et par fatigue. Ils étaient tous deux épuisés, affamés et en difficulté. Mais malgré toute la pression, ils se sont soutenus et ont persévéré. Temi a essayé 3 idées commerciales différentes. La première a échoué après seulement 2 semaines. Le deuxième projet semblait prometteur, mais il a échoué à cause du mauvais réseau Internet du village. Le troisième a failli fonctionner, mais ils se sont retrouvés à court d'argent à mi-chemin. À chaque fois, ils pleuraient ensemble, se relevaient et recommençaient. Les villageois commencèrent à l'appeler « le rêveur », certains avec respect, d'autres avec humour. Mais une 4e idée leur vint ensuite. C'était quelque chose qui leur tenait à cœur. Ils ont créé une application simple permettant de mettre en relation directe les agriculteurs des villages avec les acheteurs en ville. Avant cette application, de nombreux agriculteurs devaient vendre leurs récoltes à bas prix à des intermédiaires, qui engrangeaient tous les bénéfices. Grâce à cette application, les agriculteurs peuvent désormais discuter avec les acheteurs, convenir de prix équitables et livrer directement leurs produits. Au début, seules quelques personnes l'utilisaient. Mais rapidement, la nouvelle s'est répandue. D'autres agriculteurs ont rejoint le mouvement, puis des acheteurs locaux, puis des leaders du marché. En 2 ans, ils ont attiré l'attention de grands investisseurs. Les gens ont été surpris qu'une idée aussi utile vienne d'un petit village. Ils ont reçu des fonds pour se développer. Ils ont embauché du personnel. Leur croissance a été rapide. Et dès la 5e année, leur petit rêve était devenu une entreprise valant des millions. Un soir, Temi et Kezi se regardèrent et sourirent. Ils se souvenaient du toit qui fuyait, des marmites vides, des échecs douloureux. Mais maintenant, toute cette douleur avait conduit à ce moment.
Leur victoire n'était pas seulement une question d'argent. Elle prouvait qu'ils n'avaient jamais baissé les bras. L'entreprise de Temi, Orofarm, a connu une croissance si rapide que tout le pays en a parlé. Les agriculteurs l'ont appréciée, car elle leur permettait de vendre leurs récoltes directement aux acheteurs sans se faire arnaquer. Les acheteurs l'appréciaient également, car ils obtenaient des produits frais à de meilleurs prix. L'application est devenue populaire. Et bientôt, de grands magasins, des hôtels et même des exportateurs ont commencé à l'utiliser. Orofarm est devenue une marque nationale, connue partout, de Lagos à Kano. Mais même avec la croissance de l'entreprise et l'arrivée des revenus, Temi n'a pas changé d'identité. Alors que les autres chefs d'entreprise portaient des costumes élégants et des montres en or, Temi continuait à porter ses vêtements simples et ses vieilles pantoufles aux réunions. Les gens étaient surpris de voir un homme fortuné entrer dans une salle de réunion en pantoufles. Mais il s'en fichait. Il croyait que son travail et ses valeurs étaient plus importants que l'ostentation. Temi a profité de son succès pour donner en retour. Il se souvenait de la dureté de la vie au village. Il a donc construit des écoles pour les enfants qui parcouraient des kilomètres à pied pour apprendre sous les arbres. Il a réparé des routes endommagées afin que les agriculteurs puissent transporter leurs marchandises en toute sécurité. Il a créé de petits centres de santé où les mères pouvaient emmener leurs bébés sans se soucier de l'argent. Il n'affichait pas son visage sur des banderoles ni ne demandait d'éloges. Il aidait simplement, discrètement et de tout son cœur. Ce que la plupart des gens ignoraient, c'est que cet homme, désormais propriétaire d'une grande entreprise, avait un jour dormi sur une fine natte avec sa femme enceinte, dans une chambre qui fuyait. Ils ignoraient les nuits où il étudiait à la lueur des bougies, ni ses 3 échecs avant d'y parvenir. Ils ne voyaient plus que le succès. Mais Temi n'oublia jamais son parcours. Un jour, Forbes, un magazine international de renom, a publié un article sur lui. Il l'a intitulé « L'humble milliardaire ». L'article racontait comment il avait bâti une entreprise à partir d'un petit village et comment il avait continué à vivre simplement, à aider les autres et à ne jamais laisser l'argent changer son cœur. Cet article est devenu viral. Il a inspiré beaucoup de gens. Certains l'ont même qualifié de modèle. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Le téléphone de Temi se mit à sonner. Des messages de personnes dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis des années. Ses frères et sœurs, ceux-là même qu'il avait chassés du manoir, cherchaient maintenant à le joindre. C'étaient les mêmes qui disaient autrefois qu'il n'avait pas sa place dans leur monde. Maintenant, ils voulaient lui parler. Mais Temi ne se précipita pas pour répondre. Il regarda simplement le téléphone, calme et silencieux, se souvenant de tout. Un soir, Temi reçut un message de son frère aîné, celui-là même qui lui avait un jour conseillé de quitter le manoir parce qu'il était pauvre. Cette fois, sa voix tremblait, pleine de peur. Le manoir, la maison de leur défunt père, celle-là même qui abritait leurs souvenirs d'enfance, risquait désormais d'être saisie par la banque. Ils avaient contracté des prêts qu'ils ne pouvaient rembourser, fait de mauvais investissements. Et maintenant, tout s'écroulait. Nous ne savions pas que les choses finiraient comme ça, dit son frère. S'il vous plaît, nous ne pouvons pas perdre notre héritage. Ses frères et sœurs se joignirent à lui. Ceux-là même qui se moquaient autrefois de lui, qui le regardaient en silence sortir sous la pluie avec sa femme enceinte, le suppliaient maintenant de l'aider à sauver la maison. Ils appelaient cela l'héritage de leur père. Mais pour Temi, cet héritage était plus qu'un bâtiment. Temi ne dit pas un mot. Il écoutait en silence, non pas avec colère, mais avec calme. Il avait attendu ce moment pendant des années, non pas pour se venger, mais pour voir comment la vie changerait. Il n'a pas répondu tout de suite. Il n'a pas envoyé d'argent. Il n'a pas crié. Il a juste pris une décision, il visiterait le manoir, mais pas pour eux, ni pour les sauver, ni pour prouver quoi que ce soit. Il avait autre chose en tête, quelque chose de bien plus grand que leur dispute passée. Il se souvenait que cette maison était autrefois remplie de rire, que leur père aidait ses voisins, que les gens venaient y chercher conseil, soutien et espoir. Cette maison était bien plus que des murs et des sols en marbre. Autrefois, ce lieu avait représenté quelque chose pour toute la communauté, mais il était désormais devenu un lieu de fierté, de cupidité et de froideur. Temi avait réservé cette visite non pas pour le réserver à ses frères et sœurs, mais pour en faire quelque chose de meilleur, quelque chose qui servirait les autres, comme leur père l'aurait souhaité. Il n'avait aucune envie d'y retourner ni d'étaler sa richesse. Il était passé à autre chose, mais s'il voulait aider, ce serait à ses conditions, pour une cause qui touche des vies.
debout près de la fenêtre ce soir-là, contemplant les étoiles avec Kazé à ses côtés, il murmura « Faisons quelque chose de significatif ». Et c'est ainsi que l'histoire a commencé à basculer, non pas de richesse en richesse, mais de douleur en but. Les grandes portes en fer du manoir s'ouvrirent lentement. Un convoi noir de voitures entra silencieusement, mais avec puissance. Tous les occupants du domaine cessèrent leurs activités. Les servantes chuchotaient entre elles, sous le choc. Certaines laissèrent tomber ce qu'elles tenaient. Les frères et sœurs sortirent précipitamment, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Thémi sortit le premier de la voiture. Il portait un agbada simple et épuré, ni criard, ni tapa accent grave-l'œil, mais plein de prestance. Il n'avait pas de chaîne en or au cou, pas de montre fantaisie au poignet. Mais son attitude, calme et confiante, en disait long. Il n'avait pas besoin de se mettre en avant. Son succès parlait de lui-même. Puis Kazé s'avança à ses côtés. Son ventre trahissait une nouvelle grossesse, mais son visage exprimait la paix. Elle arborait un sourire doux, ni fier, ni amer, juste pur et chaleureux. Elle lui tenait le bras avec douceur, telle une reine marchant aux côtés de son roi. Tout le monde autour observait en silence. Les mêmes personnes qui leur avaient autrefois dit de partir sans rien se tenaient maintenant immobiles, ne sachant que dire. Leur bouche remuait, mais aucun mot ne sortait. Thémi les regarda un par un. Il n'a pas élevé la voix. Il ne les a pas insultés. Il a simplement dit « Nous sommes venus pour pardonner ». Sa voix était calme, mais les mots étaient profonds. Pardonner, non pas pour ce qu'il méritait, mais parce qu'il avait dépassé ce stade. Puis il ajouta « Ne plus supplier, plus jamais ». Et ce moment fut puissant. Ses frères et sœurs le ressentirent. La honte, la surprise, la vérité. Il n'était pas revenu comme le pauvre homme qu'on avait chassé, mais comme un homme déterminé et fort. Et pourtant, il était revenu sans colère, sans vengeance, juste en paix. Ce jour-là, le manoir avait une autre allure. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de respect, de développement personnel et de laisser le passé derrière soi. Thémi n'avait plus besoin de la maison. Il avait déjà bâti quelque chose de plus grand avec Kézi, mais il avait choisi de revenir, non pour prouver quoi que ce soit, mais pour montrer que le vrai pouvoir réside dans le pardon et que la vraie richesse réside dans la paix. Et même si personne n'applaudissait, personne n'acclamait, au fond d'eux-mêmes, ils savaient. Le garçon qu'ils avaient autrefois mis à la porte était devenu un homme que le monde entier admirait désormais. Ils étaient tous assis autour de la longue table familiale, comme autrefois. Mais tout semblait différent maintenant. Ses frères et sœurs souriaient, s'efforçant de faire comme si de rien n'était. Ils riaient aux blagues qui n'étaient pas drôles, complimentaient Kézi pour sa tenue et faisaient comme s'ils avaient toujours soutenu Thémi. Mais Thémi sentait la fausseté dans l'air. Il les regarda tous calmement, puis posa doucement la main sur la table pour parler. « Quand tu nous as chassés de cette maison, dit-il doucement, nous nous sommes sentis brisés. Nous n'avions que de la douleur, nulle part où aller, et aucune main tendue pour nous aider. Mais nous avons trouvé mieux que le réconfort. Nous avons trouvé un but. » Sa voix n'a pas élevé. Il n'a ni accusé ni blâmé. Il a simplement dit la vérité. Il a jeté un coup d'œil à Kézi, qui lui a souri avec fierté. Puis il a regardé ses frères et sœurs. Nous n'avons pas seulement survécu. Nous avons grandi. Nous n'avons pas seulement progressé. Nous avons emmené d'autres personnes avec nous. Les pauvres, les oubliés, ceux que personne ne voyait. Nous les avons aidés à se relever aussi. Le silence se fit dans la pièce. Thémi fouilla dans son dossier et en sortit un document. Il le fit glisser sur la table vers son frère aîné. Il s'agit, dit-il, d'un transfert de terrain. Je viens d'acheter le terrain derrière ce manoir. Nous y construisons un centre de compétences gratuit. Couture, agriculture, technologie, tous les membres de la communauté peuvent venir apprendre et s'épanouir. Ses frères et sœurs semblaient perplexes. Cette maison était autrefois pleine de fierté et de rejet, continua Thémi, mais l'espace derrière elle redonnera désormais espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Ils fixèrent le papier en silence. Personne ne savait quoi dire. Tu nous as autrefois traités de pauvres, ajouta doucement Thémi, mais nous avons bâti de l'or grâce à cette pauvreté. Ce n'était pas de l'or qu'on pouvait porter. Ce n'était pas des voitures tapa accent grave-l'œil ni des chaussures rutilantes. C'était l'or de l'entraide, de la transformation des vies, de l'ascension sociale.
Ses frères et sœurs comprirent alors la vérité. Témi possédait quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient jamais eu. Ce jour-là, ils ne voyaient plus Témi comme le petit frère qu'ils avaient autrefois ignoré. Ils voyaient un leader, un bâtisseur, un homme qui transformait la douleur en force et s'en servait pour éclairer les autres, et aucun d'eux ne pouvait le nier. L'homme le plus riche à la table n'était pas celui qui possédait la plus grande maison, mais celui qui avait le plus grand cœur. Des larmes coulaient sur les visages des frères et sœurs de Témi, assis en silence. Leurs yeux étaient rouges, non seulement à cause des pleurs, mais aussi à cause de la profonde culpabilité qui pesait désormais sur leur cœur. Ils se souvenaient de leur moquerie, de la façon dont ils l'avaient poussé, lui et sa femme enceinte, sous la pluie comme des étrangers. Ils avaient le pouvoir à l'époque, et ils l'utilisaient pour lui faire honte. La situation s'était inversée. Témi avait tout, le succès, la paix et le respect. Mais au lieu de les punir, il se tenait devant eux, la bonté au cœur. Ils n'ont pas pleuré parce qu'ils avaient honte d'avoir été surpris. Ils ont pleuré parce qu'ils savaient que Témi avait parfaitement le droit de les traiter comme il l'avait traité. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Il a choisi une voie plus noble. Il a choisi de leur montrer le genre de cœur qu'ils n'avaient jamais eu. Kazay, assis tranquillement à côté de lui, s'est penché et a murmuré « Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est la liberté. » Témi hocha la tête et se leva lentement. Il regarda chacun de ses frères et sœurs. Il ne pouvait même pas le regarder dans les yeux. « Je ne suis pas venu ici pour rivaliser avec toi, dit-il doucement. Je suis venu pour te rappeler qui je suis vraiment. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis ton frère. » Sa voix était calme, pleine de paix. Il n'était pas là pour se vanter de sa réussite. Il n'était pas là pour faire étalage de son argent. Il était là pour leur montrer quelque chose de plus puissant, la force du pardon. « Voyez-vous, continua-t-il, la vie m'a donné deux choix, devenir amer ou devenir meilleur. Et j'ai choisi le meilleur. » Ses frères et sœurs pleuraient plus fort maintenant, non seulement de culpabilité, mais aussi d'une profonde prise de conscience. Ils avaient perdu bien plus que de l'argent. Ils avaient perdu l'amour et la confiance de quelqu'un qui les admirait autrefois. Et maintenant, cette même personne leur témoignait de la grâce. Témi se dirigea vers la porte, tenant la main de Kazay. Mais avant de partir, il se retourna et dit une dernière chose. « Je ne suis pas ici pour vivre dans le passé. Je suis venu construire l'avenir. Vous pouvez me rejoindre ou rester. » Puis il est parti, laissant derrière lui non pas de la colère, mais un message puissant. Le pardon est plus fort que la vengeance. Et parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à ceux qui nous ont blessés est de leur montrer à quoi ressemble la vraie force. Le manoir, autrefois symbole de richesse et de fierté, s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Ce n'était plus seulement une maison de luxe. C'était devenu un sanctuaire, un lieu où les enfants, qui n'avaient nulle part où aller, trouvaient sécurité et amour. Les portes de cette ancienne demeure majestueuse se dressaient désormais comme une étreinte accueillante. Portant une plaque dorée sur laquelle était écrit « Du rejet à la restauration », en l'honneur des secondes chances. Témi venait souvent, mais pas comme le puissant homme d'affaires que tout le monde connaissait. Non, il venait comme un homme qui avait parcouru un chemin semé d'embûches, quelqu'un qui avait connu le rejet et les épreuves. Il n'oublia jamais ces longues et douloureuses nuits où il n'avait pour seul soutien que sa foi et sa femme. Parti de rien, il avait pourtant bâti quelque chose de magnifique. Ses visites n'étaient pas ponctuées de grands discours ni d'étalage de richesses. Au lieu de cela, il parcourait les couloirs d'Oro House avec une grâce tranquille. Il s'asseyait avec les enfants, écoutait leurs histoires et leur offrait la sagesse que seul quelqu'un ayant traversé la tempête pouvait offrir. Les enfants, autrefois sans espoir, avaient désormais un avenir, et ils ressentaient la chaleur de l'amour qu'il avait insufflé à la fondation. Témi était revenu au manoir, mais sans esprit de vengeance. Il était revenu avec quelque chose de bien plus puissant, la royauté dans l'âme. Il avait appris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la richesse ou le statut social. Il s'agissait d'aider les autres, d'aider ceux qui ne pouvaient s'aider eux-mêmes et de faire preuve de bonté là où d'autres avaient fait preuve de cruauté. Ainsi, chaque fois qu'il franchissait les portes d'Oro House, Témi se rappelait du chemin parcouru. Il n'était plus l'homme rejeté. C'était lui qui avait transformé ce rejet en une chose merveilleuse, qui aiderait les générations futures. Le manoir, autrefois symbole de fierté, était devenu un phare d'espoir, où les enfants dormaient paisiblement, sachant que, malgré les ténèbres de leur passé, leur avenir pouvait être radieux.
Si cette histoire vous a touché, ne vous contentez pas de la lire. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Identifiez un ami qui croit aux secondes chances. Commentez. Lève-toi. Si tu sais que le rejet n'est pas la fin, suis-nous pour découvrir d'autres histoires vraies et puissantes qui prouvent que ta douleur peut devenir ta raison d'être.